Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de santé métabolique à long terme pour vous aider à aller plus loin que le keto tel qu'il vous est vendu sur Internet. Histoire que vous ayez à votre tour la prise de conscience nécessaire pour relancer votre santé métabolique, perdre du poids et surtout ne pas le reprendre. Vous ne me connaissez pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et je parle ici d'alimentation et de santé en général et de réduction des glucides en particulier. Démarrons donc notre voyage au-delà du keto, ou plutôt avant le keto, parce qu'on en arrive généralement à la réduction des glucides après avoir testé à peu près tout ce qui existe en matière de régime, et après avoir constaté que ça ne marche pas, ou que dans tous les cas, ça n'est pas maintenable à long terme. Et c'est normal. La plupart des régimes qui existent, depuis le comptage de points à la livraison de plats sous vide, sont tous basés sur un principe physiologiquement stupide, le principe de la réduction des calories. Selon ce principe, il suffirait de dépenser plus de calories qu'on en ingère pour perdre du poids. Malheureusement, le corps n'est pas une pompe qui aspire de la matière d'un côté pour la faire ressortir de l'autre. On sait désormais que toutes les calories ne se valent pas et que certains aliments vont déclencher des processus de stockage indépendamment de leur teneur en calories. Ainsi, s'affamer pour manger moins sans travailler sur le choix des aliments ne peut pas fonctionner, ou en tout cas pas fonctionner longtemps. Un corps privé de manière chronique des nutriments dont il a besoin, et c'est ce qu'on fait quand on réduit les calories, un corps donc privé des nutriments dont il a besoin va ralentir ses processus. Il va baisser ses fameux besoins pour éviter d'aller piocher dans ses réserves. Parce que quand on prive son corps de calories, on le prive de tout. En mangeant moins, beaucoup moins, on le prive aussi des acides aminés et des acides gras qui sont pourtant indispensables à son fonctionnement. Le corps alors, pour se préserver, va ralentir, voire éliminer les processus physiologiques non indispensables. Faute de pouvoir fabriquer suffisamment d'hormones par manque d'acides gras, il va ralentir, voire arrêter les processus liés aux hormones sexuelles, aux hormones thyroïdiennes, aux hormones de la régulation de l'énergie et de la gestion du stockage. Faute de trouver assez d'acides aminés, il va aller piocher dans les muscles, les os, les dents, pour trouver ce qui lui manque et ainsi maintenir tant bien que mal notre système immunitaire, permettre la fabrication des hormones, réparer les tissus endommagés. Alors oui, les régimes hypocaloriques vont sembler fonctionner un temps, mais quand on comprend le fonctionnement du métabolisme et ses besoins réels, on réalise surtout qu'ils ne pourront pas fonctionner longtemps et qu'ils sabotent le métabolisme. Donc ça, c'est avant le keto. Quand on écoute encore tous ces pseudo-spécialistes de la perte de poids qui affirment avec aplomb qu'il n'y a pas de mystère et que pour perdre du poids, c'est facile, il suffit de dépenser plus de calories qu'on en ingère. Avec ce message sous-jacent absolument assassin, si tu es grosse ma vieille, c'est que tu manges trop et que tu bouges pas assez. Sauf que voilà, la science avance et les faits sont têtus. S'il suffisait de faire du vélo d'appartement et de manger de la salade pour être mince et en bonne santé, il n'y aurait pas autant de gens obèses. Et généralement, quand on en arrive au régime keto, on en est là. On a compris qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de la perte de poids. Et là, soudain, s'ouvre à nous un univers incroyable où l'on réalise que les aliments n'ont pas tous le même impact sur le métabolisme et que les glucides, les sucres rapides, les sucres lents, dont on nous dit depuis des décennies qu'ils sont indispensables, ces glucides donc sabotent tous nos efforts de perte de poids. On réalise d'un coup qu'en diminuant la part des aliments qui incitent le corps au stockage, sans s'affamer, en modifiant simplement la composition de nos assiettes, on peut perdre du poids sans s'épuiser non plus sur un tapis de course. Et bonus, on se sent énergique, on retrouve notre clarté mentale, notre bonne humeur et même un confort digestif qu'on n'imaginait pas possible. C'est comme si, après des années de vie à tourner à bas régime, notre corps tournait enfin à plein régime avec une essence premium débarrassée des particules qui encrassent le moteur. Et c'est top,
Vraiment, la réduction des glucides est vraiment le premier pas et le pas le plus important quand il s'agit de perdre du poids puisque les glucides sont littéralement les nutriments destinés au stockage. Sauf que voilà, ça n'est pas une fin en soi. Si on s'arrête à la réduction des glucides sans voir au-delà, on reste dans le même réductionnisme que les adeptes de la restriction calorique. On est dans la soustraction. D'un côté, des calories, de l'autre, des calories provenant des glucides. Mais la perte de poids et la santé métabolique se jouent bien plus sur ce qu'on met dans notre assiette et sur des habitudes de vie à long terme. Et là encore, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Le tout premier, c'est l'importance de comprendre la nécessité de fournir suffisamment de bons carburants à son corps. Réduire les glucides, c'est bien, mais le corps a besoin d'acides aminés, des protéines, et d'acides gras, des lipides, pour fonctionner à plein régime. Si, pour réduire les glucides, vous remplissez vos assiettes de spaghettis de konjac et de salade verte, vous serez toujours dans la restriction et votre corps sera toujours en mode famine. Vous perdrez peut-être du poids, mais la perte ne durera pas. Votre corps continuera à tourner à bas régime. On peut le tourner dans tous les sens. Une femme jeune de corpulence moyenne a besoin d'au moins 70 grammes de protéines par jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Ce sont même les recommandations de santé officielles. Et 70 grammes de protéines par jour, c'est 280 grammes de viande ou de poisson, 700 grammes de fromage blanc, voire 10 à 12 œufs. Pire, plus on est gros, plus on vieillit, plus cette quantité augmente avec des recommandations nutritionnelles qui vont jusqu'à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids. 2,2 grammes de protéines par kilo de poids, ça représente pour une femme de 60 ans et de 70 kilos 140 grammes de protéines par jour, soit 560 grammes de viande ou de poisson, 1,2 kg de fromage blanc ou 22 à 24 œufs. Bien loin du fantasme du steak qu'il faudrait limiter à une fois par semaine que les acteurs de l'agroalimentaire essayent de nous vendre, surtout pour nous inciter à manger plus de steaks végétaux transformés et glucidiques. Une fois qu'on a compris cette notion de densité nutritionnelle, on retrouve un corps qui fonctionne mieux, qui va donc déstocker plus rapidement et se maintenir en bonne santé plus longtemps. Et ça aussi, c'est top. Mais la quête de la perte durable et de la santé métabolique ne s'arrête pas là. On a réduit les glucides, on a commencé à nourrir notre corps suffisamment, il est temps de passer à la troisième étape, dont je réalise qu'elle est abstraite pour beaucoup d'entre vous par méconnaissance du fonctionnement métabolique. Nos corps sont de merveilleuses machines à l'équilibre complexe. Hormones, enzymes, signaux électriques, organes, tout le monde doit travailler ensemble pour mener à bien l'ensemble des processus physiologiques. Un processus physiologique boiteux va avoir de multiples impacts sur l'ensemble des autres processus qui vont s'adapter pour compenser et dérégler à leur tour autre chose. C'est ainsi qu'il est indispensable, pour mener à bien cette quête vers une perte de poids durable, de comprendre tout ce qui peut impacter ces processus pour diminuer, autant que faire se peut, les facteurs aggravants et augmenter bien sûr les facteurs bénéfiques. Je ne pourrai pas tout lister ici, mais voici quelques pistes qu'il me semble nécessaire d'explorer et de comprendre. Le tout premier point concerne l'inflammation de bas grade, souvent liée à la porosité intestinale. Cette inflammation est souvent liée à des aliments qu'on peut directement impliquer. Les aliments transformés, les céréales et leurs farines, les huiles de graines, les huiles trans, mais également, pour certaines personnes, la caséine, les lectines, les acides phytiques, les oxalates, les histamines, qu'on va retrouver dans les produits laitiers, dans certains légumes, dans certains aliments. Comprendre le potentiel inflammatoire des aliments, identifier ceux qui vous sont délétères, favoriser une alimentation simple et vraie à base de produits sains est indispensable si vous voulez perdre du poids et maintenir votre santé métabolique sur le long terme. Cette inflammation de bas grade aggrave la résistance à l'insuline et fait le lit des maladies métaboliques, de l'Alzheimer, du cancer. Pire, on sait aujourd'hui qu'elle impacte aussi votre humeur et qu'elle peut donc aggraver les compulsions alimentaires.
Réduire les glucides peut s'avérer totalement vain si vous continuez à entretenir consciencieusement l'inflammation, à court terme en vous empêchant de perdre du poids, à long terme en aggravant l'oxydation et la glycation, dont on sait qu'elles sont au cœur des maladies métaboliques. Le deuxième point essentiel pour moi pour aller au-delà du keto est de comprendre l'importance de maintenir un équilibre hormonal optimal. Et je ne parle pas que des hormones sexuelles, oestrogènes, progestérone, testostérone. Non, je parle de l'ensemble des hormones. Depuis les hormones thyroïdiennes au cortisol, en passant par l'adrénaline, l'insuline, la leptine. Bien qu'elles aient des rôles différents, ces hormones travaillent ensemble et leur régulation impacte des centaines de processus physiologiques. Une dérégulation du cortisol va entraîner une dérégulation de l'insuline, mais va également avoir des impacts sur la production des hormones sexuelles qui elles-mêmes vont influencer la résistance à l'insuline de nos cellules ou notre capacité à produire de la leptine. Toutes les hormones sont liées et tout ce qui impacte une hormone en particulier va dérégler la manière dont elles travaillent ensemble. Et malheureusement, ce point-là ne se règle pas en quelques semaines de réduction des glucides. Cette régulation de l'équilibre hormonal repose sur des facteurs multiples, des bonnes pratiques accumulées longtemps pour qu'elles fassent de l'effet, des pratiques délétères à réduire au maximum au quotidien. Alors bien sûr, la régulation des hormones n'est pas complètement en notre pouvoir. Le stress, la pollution, les perturbateurs endocriniens, la génétique jouent un rôle important, mais notre mode de vie aussi. Réduire les glucides et les aliments inflammatoires est déjà un pas très important pour réguler nos hormones. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de nombreux changements qu'on peut mettre en œuvre pour aider nos hormones à travailler harmonieusement ensemble. Réduire le stress métabolique lié au sport, par exemple, en favorisant le renforcement musculaire plutôt que le cardio intensif. Limiter sa consommation d'alcool aux très grandes occasions, voire enfin décider d'arrêter, parce que très clairement l'alcool est le premier perturbateur endocrinien. Revoir sa consommation de café en évitant de le consommer à jeun et au moins 1h30 après son réveil pour ne pas accentuer le pic de cortisol. Avoir des horaires de sommeil réguliers et favoriser l'endormissement avec des rituels de fin de journée. Éviter les écrans, télé et smartphones après la tombée de la nuit et prendre le temps de s'exposer à la lumière du jour le matin, au réveil et plusieurs fois dans la journée. Apprendre à moduler son jeûne en fonction des périodes de son cycle et ne pas tomber dans le jeûne restrictif permanent est également très important. Et surtout, comprendre que ces optimisations ne sont pas des leviers à court terme, mais bien la mise en place d'une hygiène de vie à vie. Bien souvent, quand je parle du café ou du jeûne intermittent qui peuvent nuire à la perte de poids, on me répond que on a toujours perdu du poids en buvant du café à jeun, ou que le jeûne intermittent n'empêche pas de perdre de poids, au contraire. Et c'est probablement vrai et possible à court terme, sauf que des années de café à jeun, des années de jeûne intermittent permanent contribuent à ces petits dérèglements métaboliques qui vont rendre la perte de poids compliquée, voire impossible à la ménopause. Ce qui ne pose pas de problème quand on est jeune peut devenir un obstacle quand le corps fonctionne moins bien et qu'il a du mal à se réguler. Et de la même manière que ces dérèglements s'installent insidieusement au fil des années, ce sont des années de bonnes pratiques, des années d'une meilleure hygiène de vie qui vous permettront d'être moins impactés par les bouleversements liés à la ménopause, à la grossesse ou à l'impact logique du vieillissement sur le métabolisme. Si vous avez commencé la réduction des glucides, bravo, vous êtes déjà sur une très bonne voie pour retrouver votre santé métabolique. Mais gardez en tête que ça ne s'arrête pas là et qu'il est indispensable d'aller au-delà du keto si vous souhaitez perdre du poids durablement et surtout rester longtemps en bonne santé. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou via l'outil de chat disponible sur mon site programme-arg.fr. Je ferai tout mon possible pour y répondre. Pensez également à vous abonner à ce podcast autour d'un café gras pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et merci pour votre écoute.